Bon, vous ne vous connaissez pas et moi je connais tout le monde. Je suis très content de vous voir là. D'abord, je voulais remercier Laurent et la mairie, parce que c'est quand même grâce à la mairie qu'on a la salle. Et puis, le premier truc, c'était ça. Je vous avais mis ça sur l'invitation. Nul n'est prophète en son pays. En fait, c'est presque ça qui a fait faire cette petite réunion ce soir. C'est qu'en fait, je crois que j'ai dû aborder les sujets de ce sur quoi je bosse avec à peu près tout le monde. Sauf que vous ne savez absolument pas ce que j'en fais, et d'où ça vient, et où ça va. Et comme je suis en train de préparer un espèce de coming out, qui est la publication d'un bouquin, un deuxième, puisqu'il y en a déjà eu un, je voulais tester ça avec vous, et puis vous montrer ce qui se passe sur ce sujet-là. Et en 3 mots, je vais essayer, on va passer 2 heures ensemble. Je vais essayer de vous faire bosser un petit peu quand même. Parce que si à compte qui bosse, ça va pas du tout. J'ai pas l'habitude. Ça fait, on voit pas tout jusqu'en bas, mais c'est pas grave. Ça fait 14 ans que je suis à Verly. Ça fait presque autant que je travaille sur le sujet valeur, que je le mets en œuvre dans les entreprises. J'ai jamais rien fait de ma vie, j'ai jamais fait que du conseil. J'ai jamais rien fait. Par contre, j'ai aidé des gens à faire bien avec cette logique valeur que je voudrais vous présenter aujourd'hui. C'est exactement ça. Et je parle de moi en termes perso parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les entreprises, et pas que dans les entreprises, mais chez les gens qui sont dans les entreprises, c'est qu'ils ont un peu de mal à accumuler les deux cahiers des charges, perso et pro. Et en fait, il y a ça derrière ce que je voulais vous présenter ce soir. C'est pour ça que je me suis autorisé à mixer des gens qui sont mes voisins d'en face dans la rue, des amis de Marly qu'on a croisés à la sortie de la messe, au truc des enfants à l'école, etc. Bienvenue. Ah, t'es à l'heure finalement, Rémi, bravo. Posez vos trucs là-bas derrière et approchez-vous. L'idée, c'est justement d'essayer de voir que les amis que j'ai ont aussi une vie professionnelle et les gens que j'ai connus professionnellement ont aussi une vie personnelle, et ça entre en résonance. Ça fait partie, je pense, de la problématique, et c'est un peu ça le sujet que je voudrais voir avec vous. À votre avis, selon vous, qu'est-ce qui manque le plus dans nos vies? Du temps. Ouais, ça te ressemble bien. L'année, elle dit la même chose aussi. C'est tout? Des sous. Des sous? Ouais. Du rêve. Du rêve? Du sens. Du sens. La qualité de vie. La qualité de vie. C'est tout? Les autres, c'est bon, quoi. La poésie. La poésie. Bienvenue. Quelque chose de... Bah écoutez, en fait, j'avais mis les réponses, vous n'avez pas regardé, j'avais mis les réponses sur l'invitation, sur la présentation. À mon avis, ce qui manque le plus, c'est différentes choses, mais il y a d'abord, à mon avis, un problème de concilier, c'est le temps qui manque, quoi. On a plusieurs vies, on n'arrive pas à les faire en même temps. On n'arrive pas à les gérer en même temps, ça ne marche pas bien. Et il nous manque du sens. Moi, c'est vraiment un mouvement que j'observe. Alors, j'ai le mot dans les yeux, donc je le vois partout, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pulsion des gens dans la vie perso et dans la vie professionnelle à retrouver du sens, quoi. Qu'est-ce qu'on fout là? Et pourquoi on perd son temps professionnel alors que ce qu'on voudrait, c'est avoir une vie personnelle? Et quand on est dans la vie personnelle, on est bousculé par l'autre. Les mots que j'utilise derrière, et en fait c'est moi qui les ai rajoutés, vous ne les avez pas encore dit, mais il y a le mot valeur, hein, poésie, émotion, après concours, quoi, des valeurs, alors que dans la vie professionnelle, on propose de travailler sur la valeur, la création de valeur, l'argent. Alors il en faut. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ça? Et en fait, c'est exactement ce point-là qui fait le cœur de la démarche que je voudrais vous transmettre. Il y a un autre gros mot qu'on entend beaucoup, que j'ai rajouté, il n'était pas sur l'invitation, celui-là, je l'ai rajouté depuis, c'est que le monde est complexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand on appuie sur un bout, ça fout le camp ailleurs. Quand on essaie de corriger d'un côté, ça ne remarche plus de l'autre côté. Et il y a une grande complexité, il y a de l'humain, c'est insupportable l'humain, parce que c'est pas fiable, ça part dans tous les sens.
c'est subjectif, c'est très difficile. Et sur ces points-là, je voudrais vous présenter un raisonnement qui est le raisonnement de valeur. Alors vous voyez qu'il y a un truc un peu particulier. J'ai mis un grand V, mais ça c'est juste pour qu'on le reconnaisse. Puis un S entre parenthèses, parce que c'est une logique qui combine la valeur et les valeurs. Et je ne sais jamais si je dois le mettre ou pas, le S, donc je l'ai mis entre parenthèses et finalement ça va bien. Et c'est comme ça que je présente ce que je fais professionnellement aujourd'hui. C'est de la création de valeurs avec un S entre parenthèses. Et ce que je voulais, c'est voir avec vous, c'est qu'en fait, ce raisonnement valeur, il est probablement, en tout cas moi je l'utilise, à chaque occasion professionnelle, à chaque projet. Welcome! Bienvenue! Posez-vous! On a démarré sans vous. Hein. Et, pardon, ouais. L'idée, c'est qu'on peut redonner du sens dans toutes les démarches perso et professionnelles, et à tous les niveaux de responsabilité professionnelle. Et pour moi, c'est ça le point intéressant, c'est qu'en fait, il y a une possibilité d'utiliser un raisonnement qui permet de remettre ce qu'on fait dans le bon sens en plus. Dans le sens et dans le bon sens, tant qu'à faire. Autant qu'il soit bon. Et de remettre du bon sens et du sens. Ça va très bien ensemble. Et c'est un raisonnement que j'ai appliqué, que je suis tombé dessus par hasard parce qu'on me l'a appris. Je l'ai utilisé sur des choses très très prosaïques, qui sont les 10 dernières années, faire des économies sur les achats des entreprises. C'est pas glorieux comme sujet, c'est très prosaïque, c'est de l'argent, et le plus vite possible, comme ça, en plus on en fait plein. Et en réalité, c'est en utilisant un mouvement qui mobilise les valeurs des gens qu'on y arrive. Enfin, que j'y arrive. Et cette méthode que j'ai utilisée, en fait, c'est une forme de raisonnement qui est applicable à n'importe quoi. Je voudrais présenter 3 trucs aujourd'hui. Je vais essayer d'aller vite parce que je peux y passer 8 jours sans problème. Hein. Je l'ai déjà fait. En fait, la démarche est hyper simple. Elle est basée sur 3 points clés. C'est tout, pas un de plus. Après, on peut dérouler plein de choses. Et elle est appuyée sur un truc extraordinairement stable, qui est un nouveau discours de la méthode. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, je vous rassure tout de suite. Je ne me permettrai pas. Mais il y a réellement, et je pense que ça va avec cette notion de sens, l'ancien discours de la méthode, il ne prévoit pas le sens, il l'interdit. Ça nous pose des problèmes. Et bien du coup, en fait, ces questions, ces 3 points clés sont en fait des points clés qui sont dans un autre raisonnement que le raisonnement cartésien, qui pourtant est aussi rigoureux et voire scientifique non, mais aussi rigoureux, exhaustif, analytique si on veut. Je vous le présenterai rapidement. Et puis je vous montrerai ce que ça fait quand on l'utilise, tant qu'à faire. Okay, pour que vous puissiez, vous rappeler juste des 3 points clés, ça suffira. Même un seul des 3, ça suffira, voilà, c'est simple. Les 2 autres aident vachement bien. Savoir que c'est appuyé sur quelque chose de solide, de stable, c'est pas juste un fantasme de 19 à nul à revoir. Et que ça marche parce que ça fait 15 ans que je l'utilise sur n'importe quoi, et on va voir ce que ça donne quand on l'utilise ensemble. Le premier point, c'est que c'est un état d'esprit, cette démarche valeureuse. Et elle est basée sur une première question que je vais vous proposer de traiter. Si on parle de valeur, en général, quand on doit traiter un truc professionnel, c'est quelque chose de compliqué, quelque chose de... Hein, en général, quand on vient chercher un consultant comme moi, un formateur, c'est parce qu'il y a un sujet compliqué, c'est un peu un mouton à 5 pattes, vous connaissez l'expression. Si vous aviez à acheter, à concevoir, à mobiliser un mouton à 5 pattes, parce que je vous le demande, ça vaut quoi un mouton à 5 pattes? Un grand silence tout blanc. Il faut faire un business plan. Hein. Faut faire un business plan. Moi je vois que ça. Ça vaut quoi un mouton à 5 pattes? Ça vaut cher? Tout dépend de l'offre et de la demande. Tout dépend de l'offre et de la demande. Si il n'y a pas beaucoup d'offres a priori, hein. C'est pour ça que ce serait cher. S'il n'y a pas de demande... Alors? Et ça vaut quoi? Ça vaut rien alors? Il n'y a pas de demande, ça vaut rien? Il n'y en a pas beaucoup, ça vaut cher? Sans être mercantile, ça vaut ce que ça rapporte. Ça vaut ce que ça rapporte. Si ça rapporte rien, ça vaut rien. Quoi. Et donc? Il y a des propositions? D'autres? On a vu les deux bouts, soit c'est super cher, soit c'est pas cher. En fait, alors évidemment, j'ai pas... Vous
faire ça longtemps. Si c'est pour faire un film, pardon, pour mettre dans un cirque, et que vous êtes Barnum et que vous voulez avoir la ménagerie avec le seul mouton à 5 pattes, ok, que vous allez avoir plein de petits-enfants qui vont venir voir tout ébahis devant le joli mouton à 5 pattes, bah, ça va vous rapporter beaucoup, vous êtes prêt à mettre beaucoup. Ça tombe bien, ça coûte cher. Enfin, un vrai mouton à 5 pattes, a priori, qui court, qui est joli en plus, parce qu'ils ne sont pas tous beaux, ça vaut cher. Maintenant, si c'est pour faire un film, ce coup-ci, et que vous êtes Spielberg qui veut faire un film d'horreur, le retour du mouton à 5 pattes, bah, vous allez faire de l'argent aussi, mais vous n'allez pas être prêt à mettre autant. Parce que vous pouvez louer le mouton à 5 pattes du cirque, donc ça coûtera moins cher que de l'acheter, évidemment, a priori. Ou bien vous pouvez tourner un film avec un mouton à 4 pattes et vous demandez à Pixar de mettre la 5e en effets spéciaux. D'accord? Donc on va mettre moins. Par contre, si c'est pour donner un gigot à 5 familles, ça ne doit pas valoir la même chose. Tiens, ça c'est quelqu'un qui est en retard, qui est bloqué dans la porte. C'est Laurence. Ouais. Merci. Non. Et donc s'il fallait donner un gigot à 5 familles, on est prêt à mettre combien? Le prix du gigot. Le prix du gigot, c'est-à-dire 25% de plus qu'un mouton à 4 pattes, quoi. Hein, a priori. Ou 5 fois un quart du prix d'un mouton à 5 pattes. Si on est un aviateur auquel un petit garçon en désert demande de dessiner un mouton même à 4 pattes, hein, à 5 pattes c'est encore plus difficile, et qu'on ne sait pas dessiner un mouton, on dessine la caisse. C'est beaucoup beaucoup plus simple. Et le petit prince, il n'a jamais vu un aussi joli mouton. Vous voyez, le décalage, c'est évidemment... Et puis si il s'agit de gagner un concours agricole, un mouton à 5 pattes, c'est juste une catastrophe. Il n'en faut surtout pas, surtout si on en a un, on s'en débarrasse et on ne montre à personne, parce que c'est une horreur. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors vous ne le verrez pas parce que l'affichage n'est pas terrible, ça vient en dessous, mais en réalité, la question qui est derrière, c'est qu'est-ce que ça rapporte, mais en fait, c'est pas cette question-là que j'utilise. La valeur est subjective. La valeur est subjective, elle est subjective par rapport à quoi? Ben, si vous avez lu l'inscription, normalement, l'invitation, normalement vous savez, parce que c'était ça qui était écrit au début. C'est à quoi ça sert. À quoi ça sert. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est à quoi ça peut servir, à quoi ça sert. Et selon ce à quoi ça sert, ça acquiert de la valeur. C'est pas le coût qui donne la valeur, c'est l'utilité. Absolument. C'est du bon sens, hein. C'est tellement évident. Il se trouve que cette question-là est... Bonjour, bienvenue. Merci Laurence. Venez, on a commencé sans vous. Voilà, après. Nous en étions à la 1. Faites attention parce que c'est le point clé du truc. Vous arrivez au bon moment. Le point clé du raisonnement valeur sur lequel je vous emmène, c'est à quoi ça sert. Qui est une question d'une banalité affligeante. Il se trouve que c'est cette question-là qui est au cœur du truc qu'on ne pose pas, ou qu'on pose pouf comme ça, et on y répond mal, et que si on faisait attention réellement à quoi ça sert, on ferait des miracles. Et c'est exactement ça que je fais. Et c'est ce que je vous propose, c'est de retenir que cette première le miracle, c'est pour après, à la fin. Le premier point de ce raisonnement valeur, c'est l'utilité, c'est la question à quoi ça sert. Le deuxième point, c'est finalement, le deuxième point de l'état d'esprit, c'est une fois qu'on a compris qu'il fallait faire attention à quoi ça sert, si je vous demande, puisque j'ai besoin de dormir, m'asseoir et me brosser les dents, qu'est-ce que vous proposez? Hein? Tu viens. Du lit. Somnifère. Un somnifère. J'ai 3 besoins. J'ai besoin de dormir, m'asseoir et me brosser les dents. Qu'est-ce que vous proposez pour y répondre? Un fauteuil. Un fauteuil. Se brosser les dents. Un fauteuil. Tu comptes tes moutons et ça fait un petit peu de l'eau. À 5 pattes. Bon. Alors, une chambre d'hôtel. Alors, à nouveau, c'est une évidence, hein. Sauf qu'en fait, non, il y a plein de réponses. La première classique, c'est la chambre d'hôtel. Ça, en général, je l'ai toujours. Hein? Ouais, ok, il y a bien un truc qui fait tout, c'est une chambre d'hôtel. Et une deuxième, alors t'as presque dit ça, c'est un fauteuil de dentiste.
Il n'y avait pas cette nuance-là, mais pour se brosser les dents, c'est mieux un fauteuil de dentiste, n'est-ce pas? Dormir. Ouais, bon, il vaut mieux la chambre d'hôtel. Mais en fait, la réponse maligne, auquel sûrement il y en a plusieurs qui ont pensé, n'est-ce pas? Ils n'ont pas osé le dire. C'est un lit, une chaise, une brosse à dents. Bah oui. C'est là, c'est le deuxième point du raisonnement valeur. C'est qu'est-ce qui suffit pour répondre à quoi ça sert? Hein, le premier, c'est à quoi ça sert. Si on ne pose pas cette question-là, on risque de répondre complètement à côté de la plaque, d'en mettre trop, d'en mettre pas assez. D'accord? Le deuxième point, c'est une fois que je sais à quoi ça sert, là j'ai 3 besoins, c'est qu'est-ce qui suffit pour répondre à chacun des besoins. La plus courante des causes de surdimensionnement, de surcoût, de surconsommation que je connaisse dans les projets que j'ai traités, c'est la standardisation. C'est la chambre d'hôtel, c'est le fauteuil de dentiste. C'est quand on rajoute inconsciemment le « en même temps ». Il me faut un truc pour ça et ça et ça. Il me faut un truc pour différentes conditions. Donc forcément, le truc, il est surdimensionné pour chacune des conditions. On peut pas faire un truc optimal si on standardise différents besoins. Si on fait une réponse unique pour des besoins identiques, ouais, c'est une bonne standardisation. Si on ne fait pas gaffe et qu'on n'a pas posé la question à quoi ça sert au début, on fait systématiquement ce que j'appelle la standardisation abusive. On fait une solution qui est complètement surdimensionnée, enfin, qui est dimensionnée pour tous les cas extrêmes. Donc elle est tout le temps surdimensionnée. Ok? Deuxième point du raisonnement valeur, c'est que suffit-il? Alors vous n'avez pas les réponses, elles ne s'affichent pas sur le truc. Alors il y a des petits malins qui vont un petit peu plus loin, ils se rendent compte qu'en fait un lit, une chaise, une brosse à dents, c'est trop. Parce qu'on pourrait s'asseoir sur le lit. Ça, c'est une bonne synergie. C'est une fois qu'on a défini la réponse optimale pour chacun des besoins, on peut se rendre compte qu'on peut faire une synergie parce qu'on a une solution qui peut servir aux deux. Et c'est malin. Maintenant, celui qui dit il faut faire ça ensemble, dire encore s'asseoir et se brosser les dents, bon, mais dormir et se brosser les dents, moi j'ai jamais essayé. Ce qui montre bien que c'est complètement idiot de faire qu'une seule solution, quoi. C'est une aberration logique. Et en fait, avec ces deux points-là, vous avez les points centraux du raisonnement que je mobilise. C'est quand je suis devant quelque chose et que je dois le faire mieux, et puis avec moins de ressources, eh ben, je pose la question, mais ce truc-là, à quoi ça sert? Et pour chacun des besoins que je vais mettre en évidence, des cas particuliers, je vais me demander qu'est-ce qui suffit pour y répondre. Si vous faites cet exercice-là, vous découvrez des trucs extraordinaires. C'est tellement simple. Et le point important, qui est le troisième, qui est au moins aussi important, c'est avec qui on doit travailler sur ces deux points d'avant. Eh ben, c'est comme dans les œufs au bacon. Dans les œufs au bacon, comme ça vous n'oublierez pas, dans les œufs au bacon, la poule, elle est concernée, hein, il y en a qui connaissent, et tu connais la suite. Et le cochon, il est impliqué. Et le cochon, il est impliqué. Il faut bosser avec les cochons. Il faut bosser avec les cochons. Les poules, bon, ok, elles refont un œuf, c'est pas grave. Ah ouais, c'est un peu grave, mais c'est pas très grave. Les cochons, c'est vachement important. Si vous faites des œufs au bacon avec des cochons malheureux, ça fait des mauvais œufs au bacon. C'est pas des vannes, c'est du vrai. J'ai appris ça en agro il y a 35 ans. Les cochons stressés à l'abattoir, ça fait du mauvais lard. Ça fait du mauvais bacon. Si on n'a pas des cochons heureux à l'abattoir, on a des mauvais œufs au bacon. C'est pas des blagues. À chaque fois que je démarre un projet, à chaque fois que je travaille sur un sujet, je vous engage à faire la même chose. C'est qui sont les cochons? Qui va crier si on fait mal? Et de poser cette question comme ça, on se rend compte qu'il y a plein de gens qu'on allait oublier de faire participer à la réponse aux deux questions là. C'est à qui ça sert, avec qui il faut répondre? Bah, avec celui à qui ça sert. Parce que si on fait une mauvaise hypothèse, hein, alors dans les œufs bacon, c'est pas aux cochons que ça sert.
c'est à la personne qui va les manger. Autant que faire, est-ce que c'est sunny side up ou c'est vachement important, les bacon. Si on ne demande pas à l'utilisateur ce qu'il veut, il ne va pas être content. Si on ne demande pas à la poule, quand même, ce serait sympa d'aller s'enquérir de ses besoins éventuels. Au cochon, c'est vachement important d'aller le soigner. Maintenant, c'est aussi important d'aller demander au chef qui va faire la cuisine. Parce que peut-être il a des compétences particulières qui ne lui permettent pas ou qui lui permettraient de faire des œufs au bacon spécifiques. D'accord? Donc c'est très important de travailler sur un sujet avec toutes les parties prenantes. C'est un gros mot qu'on voit partout ces temps-ci, enfin moi je le vois partout. Les parties prenantes, c'est très à la mode, on en parle beaucoup, mais qui travaille vraiment avec les parties prenantes? J'ai fait des achats pendant 10 ans, le nombre de fois où les acheteurs prévoient ce qu'il faut acheter sans en parler aux fournisseurs, c'est stupéfiant. Alors que si vous allez travailler avec les fournisseurs pour trouver leur meilleure solution à vos besoins, ben vous faites des miracles. Vous allez chercher des innovations qui sont complètement radicales. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les labos de R&D des fournisseurs. On ne peut pas savoir ce qu'ils vont proposer à vos concurrents demain. Et dans les achats, c'est évident, mais dans tout projet, il est très très intéressant de repérer les cochons et toutes les parties prenantes. Ceux qui connaissent les réponses à quoi ça sert, qui vont être impliqués dans la mise en œuvre et dans la solution, et ceux qui connaissent la réponse à que suffit-il? Qu'est-ce qui suffit pour répondre à un besoin? Ben, ceux qui connaissent les solutions. Bienvenue! Oh, ils sont bien, ils sont venus quand même. Pour résumer, hein, il était temps parce qu'on résumait le premier point central des 3 points clés du raisonnement valeur, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on veut optimiser quelque chose, et c'est pas obligé d'être professionnel, hein, vous verrez, je l'ai fait sur des sujets absolument pas professionnels, mais qu'on est en train d'optimiser une solution, j'utilise et je vous propose de garder en tête ce raisonnement en valeur, pardon, je suis devant, qui est basé sur 3 points hyper simples. La question à quoi ça sert, qu'on va poser aux parties prenantes directement, et la question qu'est-ce qui suffit pour répondre au à quoi ça sert, qu'on va poser aux parties prenantes, et on va bosser avec tout le monde jusqu'à ce qu'on ait bien répondu aux vrais besoins, parce que souvent les besoins sont pas du tout pas complets ou pas complètement précis, donc on va répondre aux vrais besoins, on va répondre au mieux puisqu'on aura les bonnes solutions optimales et on utilisera moins de ressources. Voilà le cœur du raisonnement valeur, parce que la définition de valeur que j'utilise, avec ou sans S, c'est l'utilité, donc la satisfaction des besoins. Plus les besoins sont satisfaits, plus la solution a de valeur, ok? Moins on met de ressources, plus la solution a de valeur. C'est juste bête comme chou. Donc vous voyez, valeur, c'est le rapport entre l'utilité et le coût. Et les valeurs, c'est qu'on ne peut pas répondre à la question à quoi ça sert si on ne va pas voir, si on ne bosse pas avec, si on ne respecte pas les parties prenantes, si on ne les considère pas, si on ne tient pas compte de leurs valeurs, on ne répond pas correctement. Quand on veut optimiser un process industriel, on va bosser avec les opérateurs qui sont dessus. Et on les écoute. C'est pas juste parce qu'ils emmerdent. C'est parce que c'est les meilleurs facteurs d'amélioration de leur propre confort et de leur propre temps. Donc de respecter les gens et les valeurs des cochons, hein, c'est super efficace pour optimiser des solutions. Je vais vous proposer de bosser un petit peu, parce que là j'ai beaucoup parlé et puis je vais un peu faire interagir. Je vais vous proposer un truc, c'est qu'il y a un sujet important, c'est comment on fait bosser les parties prenantes et comment on arrive à les faire collaborer. D'accord? Eh bien, vous allez essayer, puisque vous êtes des parties prenantes. Je propose un petit exercice pratique, n'est-ce pas? Vous avez des feuilles devant vous et des trombones. Si on n'a pas assez, vous prenez. Chacun prend une feuille et des trombones, 2 ou 3, pas plus, parce que sinon il n'y en aurait pas assez. Le challenge que je vous propose, c'est que vous allez passer 5 minutes, au moins 5 minutes, peut-être 6, pour réaliser sur une des tables le montage le plus élevé, le plus haut. Ok? Avec le papier et les trombones. C'est tout. Maintenant,
La seule contrainte, c'est que chacun doit prendre une feuille et des trombones, et chacun doit préparer et placer sa propre feuille. Alors vous pouvez vous rassembler, hein, vous n'êtes pas obligé de rester chacun dans votre coin. Le job, le challenge, on se connaît, on y va, hein. De toute façon, allez hop, même pas peur. Ok, on y va en pratique, et vous mettez ensemble, vous prenez une feuille, et vous faites une construction la plus élevée possible sur une des tables. Go! Pour mettre en œuvre la collaboration. Pour l'expérimenter en vrai. Alors les malins, ils se mettent à plein. J'ai vu qu'à Super Héros, il y avait des concours d'avions en papier. Ceux qui sont... Voilà, faudra gagner, non? Alors j'ai fait un tour parce que ça m'aide considérablement. C'est magnifique. Alors, il y en a là-bas qui ont une autre façon de faire. Là, on a une autre façon de faire là-bas. C'est pas mal, ça c'est magnifique. Donc on s'arrête et on regarde, on dit que le temps est terminé. Vous voyez la consigne, réaliser en 5 minutes sur une des tables le montage le plus haut. À votre avis, qui a gagné? Qui aurait gagné? Alors ceux-là, ils ont un montage très haut. Ceux-là, ils ont un montage très haut aussi. Le même genre de truc. Est-ce que vous avez bien respecté la consigne que chacun a préparé et placé sa propre feuille? Bon, il ne la tient pas à la fin, mais ils l'ont mise ensemble et il y en a un qui tient la sienne. Hein, d'accord? Sinon, là, on en a derrière qui sont juste magnifiques aussi, qui ont bien fait, qui ont posé le truc sur la table. Et puis, on a une solution d'ingénieur là qui est juste absolument impressionnante. Enfin, d'ingénieur designer, hein, je dirais. C'est juste magnifique. Et puis, Eric, je voudrais que tu redises ce que tu m'as dit tout à l'heure au micro. Moi j'ai juste une chose à dire, c'est que moi je me suis concentré pendant 5 minutes à la lecture des consignes. Et 5 minutes, il nous en a laissé une de plus. Sur une des tables. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tables. Donc déjà, on a une première erreur par rapport à la consigne, c'est qu'il y a plusieurs tables et non pas une seule table. Contrainte, chacun doit préparer et placer sa propre feuille. Et donc on doit tous ensemble, chacun autour d'une table, moi c'est la compréhension que j'ai de la consigne, c'est chacun amène sa feuille autour d'une table et qu'on doit construire une seule tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est qu'avec une seule tour, comment ça fait le plus haut. C'est très relatif. C'est là où je ne suis pas certain d'avoir bien compris la consigne. Eh bien, la lecture des consignes est parfaitement subjective, n'est-ce pas? Chacun a compris ce qu'il voulait comprendre. Il y en a un qui m'a posé une question tout à l'heure, à laquelle j'ai refusé de répondre, c'est à quoi ça sert? À quoi il sert cet exercice? Vous vous rappelez, il faut travailler avec les parties prenantes et je vous ai dit, tiens, on va en profiter, on est des parties prenantes, on se met partie prenante d'un truc, il faut qu'on collabore. Il y a eu un mouvement immédiat, on suppose qu'on collabore autour de la table. Il y en a un qui a pensé qu'on pouvait peut-être tous collaborer ensemble, alors que la consigne laisse absolument croire. Une fois que vous le relisez la consigne, j'ai jamais dit que chaque table devait monter un truc. C'est pas le but. Le but, c'est de monter un truc. Alors, il y en avait deux, ce qui est bien. On a deux belles solutions. On a une magnifique architecture qui n'a pas respecté le fait que chacun met sa feuille. Ça n'a aucune importance. Mais chacun n'a pas mis la sienne. Très très juste, très très pertinent. Il y a une infinité de façons de prendre ce problème. Vu que la consigne est tellement simple, on peut inventer ce qu'on veut. Le point que je voulais vous montrer, hein, c'est que la vraie collaboration, c'est vachement dur. Parce qu'on est câblé à la compète. On est câblé à la compète. Il y a eu au moins 5 ou 6 réflexions sur « c'est nous qui allons gagner ». Ça va, oui? Qui vous a dit que quelqu'un devait gagner contre les autres? Parce que tu avais marqué le mot challenge. Donc c'est très... Mais c'est un peu fait exprès. Le challenge, il est collectif. Comment voulez-vous que dans une boîte où les gens sont même pas aussi amicaux qu'ici, où la consigne n'est pas du tout aussi claire, et où, que les gens collaborent quand ils ont un projet commun?
On n'arrête pas de chercher un sens commun dans l'entreprise. On essaye de mettre en évidence une vision, une stratégie, des valeurs, des machins, et puis chacun dans son camp, on veut être meilleur que le voisin. En équipe. Et on est branché comme ça. On a été élevé comme ça. Moi aussi, hein. Surtout en France. En fait, pour rebasculer sur le deuxième point, c'est qu'en fait, ce raisonnement valeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est évident quand je vous le montre. Et puis les parties prenantes, bah ouais, bah en fait non. Et on est câblé comme ça. Il se trouve qu'il y a énormément, et ça fait quelques années que je bosse là-dessus, de gens qui se rendent compte de ça et qui en fait utilisent des méthodes dont le moteur, le concept de base, c'est le même, c'est de repartir de à quoi ça sert, ce que je suis en train d'étudier, et de travailler avec les gens pour trouver la solution la plus intelligente. Il y en a, mais des dizaines. Je les ai recomptés tout à l'heure et j'en ai relevé 75. Et il y en a dans tous les domaines de l'entreprise. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous les citer toutes, parce que sinon on a pour 2 heures. Mais tout le monde en connaît, quoi. Tout le monde connaît la stratégie Blue Ocean, tout le monde connaît la share value de Porter, enfin plein de gens, pardon, tant pour moi. Le lean, le business model generation, l'analyse de la valeur, pour ceux qui savent, l'éco-design, le Jugaad, très mode, hein, ça revient, il y a un nouveau bouquin de Naviraju là, qui sort, c'est juste génial. Les Indiens sont géniaux, ils vont nous apprendre plein de choses. La communication non violente, dans tous les sujets. Et en fait, ils ont tous exactement le même moteur. Sauf que ces gens ne se connaissent pas. Chacun a inventé dans son coin une démarche isolée. Hein, et c'est pas étonnant, puisque on est chacun isolé dans notre job, dans notre métier, dans notre petite case dans l'entreprise. Et il y a des gens qui ont développé des méthodes complètement nouvelles et décalées, qui sont hyper efficaces, le lean en production, à chaque fois qu'on utilise ces raisonnements-là dans un nouveau domaine, ça cartonne, et on se demande pourquoi. Bah, c'est parce qu'en fait, alors, ensuite, pourquoi je connais ça, c'est parce qu'il y a 1 an et demi, on a édité avec plein de spécialistes, il y en a encore plein en dessous, une vingtaine, des spécialistes dans tous les domaines de l'entreprise, de la stratégie, Blue Ocean, machin, à la gestion, au coaching, aux achats, c'est pas l'un, c'est un autre, alors il y a quoi? Il y a l'économie de fonctionnalité, du lean management, du business analysis, dans tous les domaines, des gens qui ne se connaissaient pas et qui utilisaient ces méthodes, et je les ai fait se rencontrer pour voir. Et le truc le plus dingue, il est arrivé entre Rima et Marc Boa-Coladon. Lui, il a participé à l'élaboration de Blue Ocean avec le professeur Kim, si ça vous dit quelque chose. Donc INSEAD collé au plafond, quoi, juste roi du monde en stratégie, une des plus belles business schools. Et Rima, elle est allemande, d'origine libanaise, et elle fait du coaching thérapeutique, individuel, voire clinique. Et je leur ai dit, tiens, bah, rencontrez-vous et dites-vous ce que vous faites. Une demi-heure après, Marc est revenu, il m'a dit, Olaf, il y a un truc étonnant, on fait la même chose. La même chose. Ils utilisent exactement le même raisonnement. Et c'est notre raisonnement valeur. Ils ne le disent pas tous, mais en fait, c'est ça qui est commun. Et d'où ça vient? Eh ben, j'ai mis un moment parce que je me demandais comment ça se fait qu'il y ait une espèce de génération spontanée de démarches partout dans l'entreprise. Est-ce que ces gens se sont piqués des idées ou est-ce qu'ils puisent à la même source? En fait, il y a très peu de gens qui le savent, mais en fait, derrière, il y a, je vous parlais tout à l'heure de nouveaux discours de la méthode, il y a des gens qui, dans les années 30, ont mis en évidence que le raisonnement cartésien ne marchait pas sur certains domaines, même scientifiques. En biologie, en cybernétique, il n'y avait pas le raisonnement cartésien, c'est-à-dire les 4 points du discours de la méthode, comme ma fille Louise-Marie les a appris encore il n'y a pas longtemps, l'évidence, je ne vais pas tous les savoir, la causalité, l'exhaustivité. Donc l'évidence, c'est la connaissance est absolue, puisque si on veut faire de la science et qu'on n'utilise pas les mêmes définitions, c'est un peu le bordel, pardonnez-moi le mot. Donc forcément, quand on appelle un verre, c'est un verre. On parle bien tous de la même chose. Quand on parle d'un élément d'une cellule, c'est la même chose. Une mitochondrie, c'est la même chose pour tout le monde.
Mais en fait, quand on travaille sur certains sujets, on se rend compte qu'en fait, même en mécanique, on avait la mécanique de Newton, où toutes les choses sont bien reproductibles, les causalités sont bien définies, et puis il y a Einstein et puis l'ami Bohr qui sont arrivés en disant « ouais, mais dans le microscopique, ça ne marche pas ». Dans le microscopique, quand on regarde, selon la façon dont on regarde et quand on regarde, ça change. Donc le regard, l'intervention de l'observateur fait changer l'observation. On ne peut plus avoir une vérité qui serait objective, elle est subjective, puisque la connaissance est modifiée par la personne qui la crée. Même en physique quantique, quoi. Dans Einstein, c'est au niveau macroscopique, il y a la même chose, c'est la relativité générale. C'est pas par hasard, d'accord? C'est-à-dire que la science physique, aux deux extrêmes de taille, n'est plus une science où la connaissance est absolue. Elle est relative. Et en fait, il y a quelqu'un qui a formalisé ce raisonnement-là. Alors, il y a plein de gens qui parlent de cette démarche, mais celui que j'ai trouvé qui est le plus clair et complet pour présenter ça, c'est Jean-Louis Lemoyne, qui est un Français, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La théorie du système général ». Bon, c'est un peu balèze. Dans lequel, dans l'introduction qui fait 100 pages, et il faut 2 mois pour les lire, il y a 15 pages où il présente les anciens 4 préceptes du discours de la méthode, et il dit qu'ils sont tous faux. J'en propose 4 autres. Le premier, c'est la connaissance est relative. On vient d'en parler. Le deuxième, c'est au lieu de comprendre le tout par les parties, on connaît bien chez Descartes, il dit on comprend l'objet par son environnement. On ne regarde pas dedans, on regarde dehors. Alors évidemment, ça change. Le troisième principe, c'est pas les causalités, ce qu'on a tous appris, les relations de cause à effet, c'est qu'il propose de regarder la téléologie, c'est-à-dire regarder la relation entre les buts et les moyens. Comment on fait pour définir un but? On pose une question. À quoi ça sert? Il y en a au moins un qui suit. Merci. Et conséquence, comme il fallait comprendre le tout par les parties, il ne fallait pas en rater, donc principe d'exhaustivité, dont le principe système, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est remplacé par l'agrégativité, c'est-à-dire on va tout regarder de loin. Hein, et en fait, c'est la théorie du système général, c'est un nouveau paradigme scientifique, puisque c'est au moins aussi solide que le cartésianisme, sauf qu'au lieu de regarder à l'intérieur les relations entre les composants et les relations entre cause à effet, on regarde à l'extérieur. Il se trouve que ça refonde complètement le regard qu'on peut avoir sur les choses. Et au lieu de regarder le verre comme un assemblage de molécules de monomères en polymère mis en forme avec, etc., au lieu de regarder l'objet, je regarde son environnement. Et je peux comprendre le verre en regardant de quoi il est fait, c'est du cartésianisme, ou bien je peux comprendre le verre en regardant à quoi il sert. Eh bien, à quoi il sert? Pour savoir à quoi il sert, il faut que je parle de l'eau et de la table. Puis il faut que je parle de l'eau et de la main. Puis que je parle de l'eau, de la main et de la bouche. Je parle que des choses qui ne sont pas le verre. Le but, et en fait le truc qui est extraordinaire, c'est que le but des choses, il est dans l'environnement. Le sens d'une chose n'est jamais dans la chose. Il est dehors. C'est une vision systémique. Ben voilà. C'est une vision systémique. C'est la théorie du système général. Et ça a été écrit dans les années 70. Le bouquin, il est dispo sur Internet, il est gratos. Ça fait 30 ans qu'il est gratuit parce que... Et je vois très peu de gens mobiliser ce raisonnement qui est hyper solide, hyper structuré et qui permet de reposer la difficulté de « ouais, mais les choses sont complexes, ça dépend comment on regarde ». Et ben attends, c'est pas compliqué, regarde. Puis demande aux parties prenantes. À quoi ça sert un verre? Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui boit ce qu'il y a dedans, il ne sert à rien. Comment on peut savoir à quoi il sert? Ben, je vais demander à celui qui a soif. Alors c'est subjectif. Ouais, mais c'est vrai. C'est hyper solide. C'est encore plus solide que de comprendre le verre avec de quoi il est fait. Sauf qu'on regarde dehors. Donc le fait que ce soit subjectif
n'est pas un problème si vous parlez à la personne en question, ou au sujet en question. C'est au moins aussi solide. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors du coup, c'est une perception. Et bah ouais. Après tout, on fonctionne avec ça, hein. Et la valeur, c'est toujours perçu. Ça dépend du point de vue où on se place par rapport à l'idée qu'on s'en fait, quoi. Et donc, on se retrouve avec un raisonnement qui, en plus, peut... Et le moine propose une modélisation. Ça fait juste 1 heure, c'est bon. Le moine propose une modélisation, un outil scientifique de modélisation de ce qu'il présente, qu'on peut utiliser sur n'importe quoi. Moi, j'aime bien l'histoire du stylo, parce que j'en ai toujours un avec moi, puis bon, comme ça, on n'oublie pas. Et puis tout le monde sait à quoi ça sert. Hein, à quoi ça sert un stylo? Si je demande à quelqu'un qui utilise un stylo, à quoi ça sert un stylo? Bah, à écrire. En fait, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Hein, parce que moi, quand j'ai un stylo, là, j'en prends un, là, et puis je le prends et je dis, bah, vas-y, écris. Bah, il veut pas écrire. Donc, ça sert pas à écrire. Et puis, quand je prends mon stylo et que je fais ça, il dit, oui, mais ça écrit pas. Ah bah non, parce que tu as oublié de dire des trucs. En fait, l'outil de modélisation que propose Jean-Louis Lemoyne, alors c'est un peu abscon, hein, vu comme ça, mais c'est hyper simple. C'est pas tout à fait, mais on y reviendra. C'est un outil de modélisation où on présente, là dans le rond, là j'ai mon machin, c'est mon stylo. Alors je me le dessine. Et puis je regarde quand je l'utilise, il est en relation avec quoi? Bah, il est en relation avec une main d'un côté et un papier de l'autre. Donc je vais dire que l'utilité, le à quoi sert le stylo, il faut que je mentionne la main et le papier. Parce que sinon je risque de ne pas faire ce à quoi je m'attends. Si c'est juste un truc pour écrire, je dis bah ouais, mais écrire sur quoi? Puis écrire avec quoi? Si je précise pas, je ne connais pas vraiment l'utilité. Donc je dis que le stylo, il sert à relier la main avec le papier. Et qu'est-ce qu'il fait comme relation? Ben, si je fais la relation entre la main et le papier, qu'il n'y a pas de stylo, il y a un truc qui ne se fait pas. Puis si je mets le stylo entre les deux, il y a un truc qui se fait. Ben, c'est ça, le à quoi sert le stylo. C'est à transformer le mouvement de ma main en trace sur le papier. Pas à écrire, hein. Parce que pour écrire, il faut que derrière la main, il y ait un cerveau qui ait la compétence du mouvement qui va bien pour faire une trace particulière qui va sur le papier permettre au lecteur qui a la compétence qui va bien, qui s'appelle la lecture, de repérer que ces petits signes, ces traces, ça a un sens. D'accord? Vous voyez que c'est hyper simple en fait de modéliser le rôle de trucs absolument stables dans l'environnement. Le stylo, la main, le papier, le lecteur, l'auteur. Et je peux relier ces trucs-là de façon extrêmement solide pour comprendre le à quoi ça sert. Et le stylo, il sert à relier la main au papier, à laisser une trace sur le papier avec une main. Pour, dans le but de, à un niveau plus élevé, permettre à un auteur de communiquer à un lecteur par écrit. Donc on a bien deux, en fait il y en a plusieurs. C'est la question pour, à quoi ça sert? Bah, à laisser une trace, pour que le monde soit meilleur. Hein, parce que je voulais écrire la Bible, là, justement. Donc j'avais besoin d'un stylo, ou autre chose. Mais... Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire le stylo qui va bien, qui ne sert jamais qu'à laisser une trace sur le papier, sans tenir compte, sans vérifier quelles sont les valeurs derrière. Et quand on explore en fait ce qu'il y a à l'intérieur, ce que fait Descartes, il regarde dedans, il regarde il y a quoi dans un stylo, et puis on va comprendre. Et quand on rentre dedans, et qu'on se pose la question, mais finalement, qu'est-ce qui sert dans le stylo à laisser la trace sur le papier? Ben pas grand-chose. C'est l'encre. Et encore, pas tout. Le pigment. Parce que le solvant, il s'en va, il n'est plus sur le papier. Donc vous voyez que quand je réponds à la question que suffit-il, une fois que je sais que le stylo, il sert à laisser une trace sur la main sur le papier, qu'est-ce qui suffit? Un pigment. Pourquoi j'ai mis le reste?
j'ai 98% des ressources mises en œuvre dans un stylo qui ne servent pas directement à son utilité, à sa raison d'être. Alors, quand on les enlève, ça ne marche plus. Hein. Si je prends juste l'encre, bah, ça existe, hein. C'est ce qu'il est en train de dire. En fait, c'est à ça que sert ce mode de raisonnement. C'est qu'une fois que je sais à quoi ça sert, que je repère que dans ma solution actuelle, j'ai qu'une toute petite partie qui est utile, je me dis, mais qu'est-ce qui suffirait? Une craie, un pastel. Et il n'y a plus rien d'autre, quasiment, que des choses utiles. Dans la craie, j'ai 100% d'utile. Pas tout à fait, parce qu'il y a un bout qu'on ne pourra jamais mettre sur le... Et puis une craie pour écrire sur un papier, ça ne le fait pas. Par contre, un pastel, je peux. C'est-à-dire, l'innovation complètement radicale qu'on fait, c'est... Mais puis, une fois que je sais à quoi ça sert précisément, parce que je l'ai modélisé, je peux innover de façon complètement radicale. Je peux faire un blast atomique pour trouver une autre solution qui va répondre aussi bien, voire mieux, aux besoins, avec infiniment moins de ressources. Sauf que j'ai de l'encre, puis il faut bien que j'ai un machin pour mettre l'encre sur le papier, donc, ou bien je fais une encre solide, et effectivement, j'ai même plus le solvant, donc je peux la tenir à la main. Pourquoi j'ai inventé le reste? En fait, on peut poser la même question. C'est dans le stylo à encre, je l'ai gardé, parce que, je sais pas, voilà, j'ai fabriqué des stylos à encre et pas des porte-mines. Pourquoi il y a un capuchon? Pourquoi il y a un capuchon? C'est pas pour laisser une trace, hein. Parce que justement, alors pourquoi je l'ai mis? Pour protéger la poche quand je suis pas en train d'écrire. J'ai un autre contexte où j'ai un autre besoin avec une autre partie prenante, peut-être d'ailleurs, qui dit oui, mais ton truc avec du machin qui est très bien pour écrire la liquide, si je le mets dans la poche, ça va pas. Ah ouais, d'accord. Donc dans ce cas-là, il faut que je rajoute, pour répondre à un deuxième besoin, j'ai besoin d'un deuxième truc. Et puis pourquoi des fois j'ai une marque sur le stylo? C'est pas pour laisser une trace, c'est pas pour protéger ma poche, c'est pour autre chose. Ok? J'espère, hein? Parce qu'en général, ça coûte très cher. Pour le vendre plus cher. C'est pour lui donner de la valeur. Alors, et en fait, la modélisation de Lemoigne permet d'avoir une exploration systématique, exhaustive de tous les moments où j'ai des besoins, sur toute la durée de vie, en haut et pas jusqu'en bas, mais c'est depuis que ça naît jusqu'à la fin de vie, voire la vie d'après. Ça se fait beaucoup maintenant, on la prévoit. C'est de quelles sont les parties prenantes, quels sont les moments où j'ai des besoins, qui sont les parties prenantes, je vais leur demander ce dont ils ont besoin, je vais vérifier dans ma solution quels sont les bouts qui me coûtent pour ces différents trucs, et je vais me demander si je ne peux pas faire moins cher. Ou mieux, pour répondre mieux aux besoins. Et du coup, une fois qu'on a mis en évidence que le stylo il sert à laisser une trace à la main sur le papier, pour permettre à l'auteur de communiquer avec le lecteur, mais que aussi entre deux utilisations, alors vous ne voyez pas jusqu'au bout, il faut respecter la poche, qu'il faut plaire à l'œil. Une craie, si c'est dans une salle de classe, il n'y a pas besoin que le machin qui sert à laisser une trace fasse un effet esthétique particulier. Par contre, je me balade avec mon stylo Montblanc, il fait bien les signatures sur les chèques, ça va, merci. Un truc marrant, c'est qu'ils mettent le petit glacier, là, le petit dessin du glacier, ils le mettent au-dessus du capuchon. On sait tous pourquoi. C'est parce que quand il est fermé et qu'il est mis là, alors on voit bien que c'est un Mont Blanc, parce que si c'était de l'autre côté, ça ne le ferait pas. C'est cruche, et vous voyez qu'avec ce petit machin de plastique ou de je sais pas quoi, de lac, qui coûte rien du tout, vraiment rien du tout, ils vous vendent le stylo X fois plus cher. Et c'est exactement le même sur le reste des composants qu'un stylo qu'on vendra 5 fois moins cher. Hein. Il n'y a que le petit dessin du dessus qui change. Mais par contre, il a une utilité très forte. Hein, c'est comme le mouton à 5 pattes, le vrai, au cirque. Il a une telle utilité qu'on est prêt à mettre plein de ressources. Même si ça coûte pas cher d'avoir un mouton à 5 pattes. Hein. Pas fait exprès. Hein.
celui qui en a un. Vous voyez que ce raisonnement est extraordinairement efficace pour générer des solutions complètement... Alors, vous pouvez inventer, si vous dites, tiens, oui, il y a aussi à la fin de vie l'impact sur l'environnement, c'est très à la mode. Est-ce que je peux faire un stylo qui aurait moins d'impact sur l'environnement? Ça existe. Et comme par hasard, il coûte infiniment moins cher que ceux qui doivent donner une image qui n'est pas du tout écologiquement correcte, mais ceux qui ont une image très 4 sup, qui ne doit pas montrer qu'il a un intérêt pour l'environnement. Si vous voulez montrer que vous avez un intérêt sur l'environnement, c'est un truc en carton. J'en ai vu des encore plus simples que ça. Juste un tube en carton. Et puis une recharge de bic dans le tube en carton. Je ne sais pas combien ça coûte, c'est pas la même chose. Et puis si on dit que finalement laisser une trace sur un papier c'est bien, mais ce qu'on voulait c'était en fait communiquer par écrit, eh ben, on peut inventer d'autres solutions qu'un stylo et un papier. Hein. Et puis si le besoin c'est de permettre à un auteur de communiquer à un lecteur par écrit, il y a d'autres solutions que les stylos, hein. Ça s'appelle une assistante. Ça marche très bien, c'est super. Et pour plein d'auteurs qui ne savent pas ou qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas écrire et qui n'ont pas besoin de montrer un petit névé dans leur poche quand ils se baladent, une dactylo c'est juste génial. Si ça existe. Ça existe. Mais, enfin, ça existe. Je ne sais pas qui fait du conseil, mais je suis dans des cabinets de conseil un petit peu conséquents. On rêvait, on n'a jamais pu. Pourtant, on a des succursales un peu partout. On avait des succursales un peu partout dans le monde. On rêvait de faire comme chez McKinsey, où tu connais bien, n'est-ce pas, Laurence, les consultants ont interdiction de faire des slides sur PowerPoint. Ils les font en draft sur un bout de papier qui scannent et qui balancent en Inde, et il y a les mecs qui font les slides en Inde, à partir des modèles et des données qu'on leur a transmises. Ça s'appelle, c'est la même chose que les assistantes. Il y a des médecins aux États-Unis qui ont des cliniques qui ont développé un moyen très simple de réduire de façon extraordinaire les coûts des médecins radiologistes pour tout ce qui est analyse de clichés radio, ERM, machin. Vous avez des opérateurs qui font les clichés dans la clinique avec le patient, d'accord, pendant la journée, puis il rentre chez lui, et le soir, il balance les clichés en Inde à des médecins aussi capés que les Américains, qui, pendant que c'est la nuit aux États-Unis, c'est le jour en Inde, ils font le boulot de diagnostic, ils rédigent le truc, ils le balancent à l'Américain, qui reçoit le truc et qui fait le diagnostic au client le lendemain. Vous voyez que des solutions, c'est un truc idiot, mais on a une capacité d'innovation qui est générée, de remise en cause, qui est générée par le fait qu'on ne regarde plus dedans, et qu'on regarde dehors. Du coup, évidemment, on dit think out of the box. Il faudrait think out of the box. Bah, ce truc-là, c'est un machin à penser en dehors de la boîte, puisque c'est ce qu'on fait. On regarde ce qu'il y a autour. Puis on parle d'open innovation. Bah, enfin, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui utilisent ce truc? Moi, ça me scie. C'est tellement simple. Et je l'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours, et en fait, il y a quelques temps que je me suis dit que j'allais écrire et raconter les exemples d'utilisation que j'ai. Je vous ai expliqué un peu le principe, vous voyez que c'est hyper simple. Je l'ai utilisé sur plein de sujets, et en fait, j'ai écrit, là j'ai presque fini, enfin je l'ai fini, mais il n'est jamais fini, mais il va être fini. Il suffit juste de dire quand je vais le passer, c'est dans très très peu de temps. Puisque j'ai même le dessin de la couverture. Je ne suis pas encore sûr qu'il soit bon, mais on va voir. L'idée, c'est de présenter ces concepts et ces 3 étapes. C'est exactement ce que je vous ai montré là tout de suite, d'accord? Les principes qu'il y a derrière, et donc la logique système, l'approche système et la modélisation à la Lemoigne, et le petit questionnement. Et puis, derrière, il y a tout un tas d'exemples à tous les niveaux de l'entreprise, à tous les niveaux, sur tous les types de performances qu'on peut trouver sur n'importe quel type de sujet, de démonstration de qu'est-ce qui se passe quand on met en œuvre ces 3 questions, enfin ces 3 principes, les 2 questions, et le travail avec les parties prenantes. Et on trouve des trucs extraordinaires. Enfin, que moi j'ai trouvé extraordinaires, et qui ont
fait sauter des bouchons de raisonnement chez les gens qui sont concernés. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans la vie. C'est d'être avec des gens qui butent devant un truc et de leur dire, mais tiens, mais reculons d'un pas, système, regardons finalement qu'est-ce qu'il y a autour. Ah bon sang, mais oui, c'est évident. Et hop, ils trouvent eux-mêmes une solution pour y aller. C'est quasiment systématique. À partir du moment où on a modélisé en fait la situation, les gens se rendent compte de l'espace de liberté qu'il y a autour. Une fois qu'on a mobilisé toutes les parties prenantes, ils comprennent qu'ils peuvent céder. Que l'acheteur n'est pas là pour trucider le fournisseur, enfin, pour prendre des exemples que je connais, enfin, ceux que je connais le mieux. Maintenant, en Open Innovation, c'est pas compliqué de trouver des idées nouvelles. Il suffit de savoir ce qu'on cherche. C'est extraordinairement simple. Hein, un machin pour laisser une trace sans rien d'autre qu'un pigment solide, il y en a toujours un qui dit. Dans presque tous les cas sur lesquels j'ai travaillé, c'est pas du tout moi qui ai trouvé les réponses. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Parce que de venir comme consultant, on dit oh, attends, t'es vraiment con, t'as vu, ça pourrait être tellement simple. Là, la logique, elle n'est pas du tout celle-là. C'est tiens, et votre truc là, alors, modélisons. Tiens, et alors il y a ça, et ça sert à ça. Et tiens, vous avez mis tout ça pour ça, mais tiens, qu'est-ce qui suffit pour ça? Ben, il y en a un qui sait. Il suffit de les mettre autour de la table. C'est vraiment une mécanique extraordinairement efficace, et que je vous dis. Alors il y aura des trucs sur une vision de l'entreprise. À quoi ça sert une entreprise? Alors là on peut écrire des thèses. Hein. D'ailleurs il y en a. Mais en fait c'est hyper simple. Il suffit, on va le faire. J'ai un truc là. À quoi ça sert une entreprise? Bah je fais comme j'ai dit. Hop. Je fais un machin où je dis voilà l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde comme question? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en évidence? Générer du profit. Ce qu'il y a autour. Ça sert à générer du profit. Ok. Du profit. Alors c'est quelque chose? C'est de l'argent? C'est un flux qui traverse, donc il y a bien de l'argent à un moment qui doit sortir. Ça intéresse qui? C'est qui la partie prenante pour le profit? Les actionnaires. Mettons. Et pour ramener de l'argent aux actionnaires, on fait comment? Les clients. On travaille, il y a des gens, ils bossent. Et eux, ils bossent. Et l'argent, il vient d'où? Les clients. Les clients. Et les clients, ils mettent de l'argent. Qui va chez l'actionnaire? Il va que chez l'actionnaire? Il paye aussi le salarié. Et puis les matières premières. Et elles viennent d'où les matières premières? Les fournisseurs. Et ils font quoi les fournisseurs contre l'argent? Et on ne leur donne pas de l'argent comme ça parce que ça fait plaisir. Oui, si, d'ailleurs c'est une vraie utilité pour le fournisseur. Si vous leur demandez, ils veulent de l'argent en général. Mais on leur demande un truc en échange. Des matières. Des matières premières, des services, etc. Et on en fait quoi de ces matières premières? On les transforme en quoi? Ça c'est un intérêt, on le transforme en produit fini, c'est toujours dedans, il va où? Le client. Ah bah ouais. Et en fait, vous voyez... Oui, parce que sinon après il y a la poche qui est salie. Mais tant qu'il n'y a pas de poche, c'est pas grave. Vous voyez que c'est hyper simple. Et du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On continue encore 10 minutes et on fait un modèle de l'entreprise où on voit que l'entreprise a comme vocation d'être l'endroit où s'échangent des choses, des flux de matière, d'argent, de travail, d'informations. Alors, créer de la valeur, ouais, mais pour qui? Pour satisfaire les besoins du client. Plusieurs personnes. En fait, pour tous les gens qui sont autour, pour toutes les parties prenantes qui sont autour, toutes, chacune. Et quand vous regardez le client, la valeur c'est quoi? Vous vous rappelez la définition? C'est le rapport entre l'utilité et le coût. C'est le rapport entre l'utilité et le coût. Pour chaque partie prenante, il y a un échange.
pour lequel le client, il donne de l'argent et il reçoit un produit, un service. Et il est content, parce que pour lui, le produit a plus de valeur que l'argent. Ouais? Sinon, on n'achète rien. Et l'entreprise en face, elle prend de l'argent et elle donne un produit. Et elle est contente. Mais ils ont échangé la même chose. C'est parce que la valeur est subjective. Que donc, entre chaque partie prenante et l'entreprise, il y a création de valeur dans les deux sens. Sinon, ça ne marche pas. Donc, l'utilité, à quoi sert une entreprise, à créer de la valeur pour chacune des parties prenantes, où la valeur est considérée comme l'échange entre ce qu'on lui donne qui a une utilité et ce qu'il donne qui en a une autre. Il manque un acteur important. Ah, il en manque, ouais. Non, mais un. Le cochon. Nous. L'État français. L'État français. C'est un bon exemple. Il reçoit plein de trucs, c'est ça que tu veux dire, là? J'ai pas dit ça. Non, mais je le fais. Ça, oui. Comme ça, Rémi, je te coupe l'herbe sous le pied. C'est on donne plein d'argent à l'État. Et il rend quoi? Eh ben, ouais. S'il n'y avait pas d'État, on serait un peu dans la merde. Alors, on peut ne pas percevoir la valeur de l'échange. On peut. D'ailleurs, les clients, ils sont pas contents. Hein. Puis il y a des fournisseurs, ils gueulent. Puis il y a les salariés, ils sont en grève. Et puis les actionnaires, ils changent de boîte. L'État, peut-être, c'est pas un partenaire, une partie prenante de valeur. Bah, mesurez ce que vous leur donnez, faites-leur prendre conscience de ce que vous leur donnez, prenez conscience de ce qu'ils vous donnez, et là, du coup, vous vérifierez si l'échange il est bien de valeur ou pas. Et peut-être vous n'avez pas d'alternative, du coup, ben, il va bien falloir se démerder avec. Peut-être qu'il y a des alternatives. Bon, on rentre dans un débat qui est un peu différent, mais ce que je veux dire, il manque d'autres parties prenantes. Il manque l'environnement. Il y a des liaisons aussi entre parties prenantes, parce que le salarié peut être client, l'actionnaire peut être client, Alors, c'est très intéressant, mais si le client est employé, il donne son temps, sa compétence, sa motivation contre un salaire, des conditions de travail, un statut, une voiture de fonction, un bureau avec 3 fenêtres. Et c'est super important. Hein. Tous ceux qui font des RH le savent. Donc l'échange est plus complet que travail-salaire. C'est faux, enfin, je veux dire, c'est juste complètement réducteur. Mais tant qu'il est employé, il est dans ce plan-là. Une fois qu'il est client, c'est comme dormir, s'asseoir et se brosser les dents. C'est pas du tout le même besoin. C'est peut-être la même personne, mais c'est pas au même moment. Ok ? Donc c'est comme quand on écrit et puis qu'on n'écrit plus. Le besoin n'est pas le même. Même si c'est la même personne. Donc vous avez raison, mais c'est en tant qu'employé qu'il a une relation et en tant que client qu'il a une autre relation. Et puis qu'actionnaire, parce que ça existe. Et que participant à une ONG qui veut défendre l'environnement. Mais il a une autre casquette, un autre rôle, et ne considérons pas que parce qu'il est lui complexe, parce qu'il a plusieurs rôles, on s'en préoccupe. Dire si il a plusieurs rôles, je vais les traiter séparément, parce que la solution pour l'employé n'est pas la même que pour le client. C'est hyper simple. Je vous dis, c'est hyper simple. On peut être exhaustif, complet. Je vois l'heure qui avance. L'idée, en fait, c'était de vous présenter, et c'est possible, vous présenter des exemples. J'ai pris cet exemple-là, j'étais prêt à le traiter. D'accord ? Mais en fait, on peut le faire en live. Alors, c'est pas joli, mais vous voyez bien que le modèle d'entreprise, selon la modélisation système, il existe. Il est dans le bouquin. Il ressemble extraordinairement à ce qu'on trouve quand on parle de shared value, pour ceux qui connaissent, à ce qu'on retrouve quand on parle de théorie des parties prenantes en économie. Hein, c'est les mêmes mots en plus. Quand on parle de RSE, de responsabilité sociétale d'entreprise, on se rend compte que l'environnement et puis la société civile sont des parties prenantes desquelles l'entreprise doit tenir compte. Et qu'elle le fasse explicitement ou pas, de toute façon, elle est bien obligée d'en tenir compte. L'environnement, si vous n'en tenez pas compte, un jour, ça va se voir. Peut-être plus vite qu'on le croit.
ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on a une partie prenante depuis toujours qui nous donnait des conditions de vie, des matières premières, de l'eau, de l'air, sans rien, et qui n'attend rien en retour. Sauf que là, aujourd'hui, elle serait peut-être prête, l'environnement, la nature, la Gaïa, le machin, le truc qu'on peut imaginer derrière, il serait peut-être temps de le considérer comme une vraie partie prenante. Et si même l'environnement ne s'en charge pas, vous avez des ONG qui s'en chargeront pour eux. C'est qu'en fait, ce qui est en train de se passer sur la prise c'est une prise de conscience. C'est pas un fait nouveau, ça a toujours existé. On s'en est pas préoccupé. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a considéré qu'il y avait une partie prenante méga importante, prioritaire, et les autres on s'en fout, qui était l'actionnaire, dans le mode d'entreprise capitalistique américain. Ok ? Parce que dans le droit américain, l'entreprise doit bosser pour l'actionnaire, rien d'autre. Sauf qu'ils sont bien obligés d'avoir des clients, sinon l'actionnaire, à un moment, il va faire la gueule. On est bien obligé d'avoir des fournisseurs qui durent. Parce que quand vous tuez les prix, comme on dit, et que le fournisseur meurt aussi, ben on ne peut plus servir les clients, on est bien embêté. Donc vous voyez que ce modèle, même si on ne travaille que pour une entreprise capitalistique à l'américaine, pour servir l'actionnaire, il va bien falloir s'occuper des autres. Et tant qu'on ne le fait pas formellement, en ayant modélisé quels sont les échanges, eh ben on fait une entreprise qui ne tourne pas bien. Et ce modèle-là, il est utilisable sur n'importe quoi. On a vu un stylo, faisons un truc qui me fait bien rire, c'est un petit exemple que j'ai traité dans une banque qui nous avait demandé d'optimiser l'investissement sur un pèse-lettres automatique. Le machin pour, dans la ligne d'affranchissement des relevés de compte, vous savez, les papiers qu'on reçoit tous les mois, de la banque, qui leur coûtent une fortune, et ils avaient un truc qui ne marchait plus, ils voulaient le remplacer. Donc on a fait quoi? On a dit, bah tiens, on va optimiser la valeur de votre pèse-lettre, là, et on a posé quoi comme question? Alors à quoi ça sert un pèse-lettre? Hein? Piège? Ah? Il y en a un qui va le dire. Ah? Peser les lettres. Ça, c'est ce que ça fait. C'est pas à ça que ça sert. Optimiser le coût du timbre. Optimiser le coût du timbre. Oui, définir le monde, oui. C'est à ça que ça sert, ce truc de modélisation. C'est hyper simple. Qu'est-ce qui est en contact avec un pèse-lettres? Je vous le donne en 1000. Un courrier, une lettre. Hein, d'accord, ok. C'est tout? Un acteur, quoi? Ouais, peut-être, je sais pas. En fait, le courrier, le pèse-lettres, là, il se passe quoi? La poste. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans le pèse-lettres? Il sort. Il va où? À l'affranchissement. Et quel est le changement opéré par le pèse-lettres? Parce que c'est le même courrier, hein? Alors, il met pas le timbre parce que le timbre, il vient là. Une information. Ah, il y a une information qui sort. C'est quoi? Le poids. En fait, c'est un machin de système d'info. D'ailleurs, c'est une DSI qui nous a dit, bah tiens... Et on leur a dit, bon, bah alors une bonne nouvelle, c'est qu'on a découvert que le pèse-lettres, ça sert à connaître le poids de la lettre. Bon, c'est intéressant. Alors, on a une deuxième question. On a une deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Vous vous rappelez? C'est plus dur. Hein. Il y a 3 points. C'est la deuxième. Que suffit-il? Merci les notes. Qu'est-ce qui suffit pour connaître le poids d'une lettre? Bon, ça s'appelle un pèse-lettres. C'est tout? Comment je pourrais connaître le poids d'une lettre? En connaissant le poids des composants qui sont quoi? La feuille et les papiers. Comment on peut savoir le poids de l'enveloppe et le poids du papier? En le pesant. Bon, ok, d'accord. Il y a un autre moyen? Si on regarde sur la boîte du papier, c'est marqué dessus, c'est 1 grain au mètre carré. Donc le poids d'une feuille, on sait. Alors il y a de l'encre dessus. Bon, probablement ça ne va pas changer grand-chose.
Avec une bonne craie, ça devrait bien le faire. Et puis il y a l'enveloppe. Bah, même chose, dire a priori. Enfin, c'est la chaîne d'envoi des relevés de banque, quoi. Hein. Donc le papier, c'est eux qui l'ont craché, et la lettre et l'enveloppe, c'est eux qui l'ont acheté, qui l'ont mis dans la machine. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de savoir pour connaître le poids d'un courrier? Combien il y a d'enveloppes? Bon, il n'y en a qu'une. Combien il y a de feuilles? C'est tout, hein. Comment on peut savoir le nombre de feuilles qu'il y a dans un relevé de banque? Ben, il sort du système d'info de la banque qui a décidé de mettre l'info sur X pages selon. Donc elle est où l'info sur le nombre de pages? Ici. Donc il n'y a pas besoin de pèse-lettres. Parce que le pèse-lettres, il sert à remesurer un truc qu'on savait déjà. Vous voyez comment on gagne 100% sur un truc qui est une évidence? C'est con, hein, mais vous voyez le... Moi, ça me... À chaque fois, ah bah merde. Mais comment font-ils? Comment font-ils pour aller dépenser des dizaines de milliers d'euros sur une machine qui sert à rien? Qui sert à rien. Des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Alors, c'est un truc... c'est un produit, c'est simple. Ceci, c'est pas très simple parce que c'est du mécatronique, automatique, hyper turbulence inversée, système d'info électronique, machin, branché dans tous les sens, numérique. Sauf qu'en fait, ça sert à rien. Les gens ne se posent pas la question à quoi ça sert et ils ne se disent pas, mais pour faire ça, qu'est-ce qui suffirait? Ils ne le font pas. C'est trop simple. C'est trop simple et on a été tellement dressé au raisonnement cartésien qu'on ne pose pas la question. Je reviens 2 secondes sur... Non, je suis trop loin. Pouf. Bon, j'ai plein d'autres exemples, mais le raisonnement système, en fait, on l'a tous. C'est-à-dire la question à quoi ça sert, on la connaît, on n'est pas... Enfin, je veux dire... Pourquoi on ne l'utilise plus? La question que posent le plus souvent vos enfants à 3-4 ans, c'est quoi? Pourquoi? Alors ils disent pourquoi? Et on les répond quoi? Parce que. Ça s'appelle le raisonnement cartésien. Parce que, c'est la cause. Pourquoi? Parce que tu recommences et... Alors que si vous leur répondez pour que, essayez, c'est hallucinant, c'est tellement bête. Pourquoi est-ce qu'à la question pourquoi, on ne répond pas pour que? Quel est le but de ce truc-là? Une fois que vous aurez fait comprendre, enfin, l'enfant, il cherche le sens. Il ne comprend pas. Il cherche le sens. Si on lui dit la cause, eh ben, il ne comprend pas. Et à force de se faire taper sur le raisonnement à quoi ça sert, eh ben, il reste dans les parce que. Et il apprend le raisonnement cartésien. Parce que depuis le siècle de Lumière, on a dit le à quoi ça sert, c'est pas permis. Ça s'est passé au moment du siècle des Lumières, après la Renaissance, après l'Inquisition. Si vous avez lu, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, le discours de la méthode, pourquoi ça s'appelle le discours de la méthode et pas la méthode? Parce qu'après tout, c'est devenu le fondement du raisonnement scientifique. Donc c'est une méthode, point barre, quoi. Descartes a appelé ça le discours de la méthode, et dans l'intro, il dit « Moi, c'est comme ça que je fais pour bien mener ma raison. Hein. » C'est comme ça qu'il dit. Parce que je vous oblige pas, hein. Vous faites un peu comme vous voulez, mais moi je ferai comme ça. Moi je fais comme ça, puis je vous propose d'essayer. Alors, je m'avance pas trop, parce qu'il y en a un, il a dit des trucs un peu étonnants comme ça, il s'appelle Galilée, c'est la 2e fois qu'il frôle le bûcher. Exactement au même moment. Il en parle dans l'introduction du discours de la méthode. Donc il propose sa méthode comme ça, essayez, mais attention à ce que va dire l'Inquisition, d'accord? Et l'Inquisition a voulu brûler Galilée parce qu'il remettait en cause des dogmes. Donc comment on fait pour bien mener sa raison sans toucher aux dogmes? Eh bien on évite comme la peste de poser la question des finalités et du sens. Descartes et les Lumières ont fait exprès de séparer le raisonnement rationnel des finalités. Parce que quand vous dites pourquoi, ben, il y a un moment, on va trop haut.
Hein, enfin, on le sent bien. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Au début de notre truc, la première question, c'est les gens, ils cherchent quoi aujourd'hui? Du sens, d'abord, en fait. Enfin, je crois. Pourquoi ils ne le trouvent plus? Parce qu'on a été on a été drillé au raisonnement cartésien depuis tout petit. Et on reproduit ce raisonnement-là, et on n'utilise pas ce raisonnement d'ouverture au monde, ce raisonnement de regarder l'ensemble des choses à l'extérieur, qui est extraordinairement efficace à chaque fois qu'on l'utilise. Alors, il ne faut pas remonter forcément très haut, hein, je veux dire, on peut optimiser un stylo sans tenir compte que c'est pour écrire la Bible. Quoique, des fois, il faut en tenir compte. Mais, je veux dire, c'est pas de l'encre bénite, forcément. Enfin, mais il est très important de connaître, pour optimiser la solution, de connaître les valeurs des gens auxquels c'est destiné. Pas pour leur imposer les miennes, au contraire, pour tenir compte des leurs. Pourquoi est-ce que les employés se sentent mal dans les entreprises? C'est pas parce qu'on les paye mal, c'est parce qu'on les reconnaît pas. Parce qu'on n'accepte pas que c'est des humains qui ont des valeurs. Et ce mot de valeur et de valeurs, ils sont extraordinairement liés. Et le lien, c'est la valeur pour respecter les valeurs, en respectant les valeurs des gens. D'accord? Et j'ai plein d'exemples. J'ai un autre truc qui est rigolo si on a 5 minutes, on les a peut-être, mais... Voilà. Non, malheureusement, nous n'avons pas les 5 minutes. Il se trouve que l'enregistrement a été coupé un petit peu après, pour des raisons techniques. Reste que je pense vous avez compris la portée de ces différents exemples. Il y en a des dizaines. Ils feront l'objet de vidéos et de présentations sur d'autres registres. D'autres ont déjà d'ailleurs été présentés sur YouTube. Le point important, c'est réellement de vous faire toucher du doigt que ce raisonnement valeur qui est si simple, basé sur 3 principes. La question à quoi ça sert, bien sûr. La question ensuite, que suffit-il pour répondre à ces besoins-là? Et le principe de répondre à ces 2 questions-là avec les parties prenantes, en faisant bien attention à distinguer les besoins différents dans les moments et selon les personnes, peut mener et mène depuis des années à des améliorations spectaculaires de la conception d'objets, de processus industriels, de processus tertiaires, d'organisation d'entreprises. D'ailleurs, depuis cette conférence à Marly-le-Roi en mars 2015, le e-book, l'ouvrage À quoi ça sert a été publié. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à revoir ces principes-là dans le détail et à voir d'autres domaines d'application, puisqu'ils ont été évoqués dans cet ouvrage. D'autres vidéos et d'autres formations en fait vous seront proposées. L'important c'est de connaître évidemment ce raisonnement valeur et de voir qu'il peut être appliqué de façon assez simple finalement pour générer de l'intelligence collective. Outre cet ouvrage-là, je vous propose également, vous allez le voir présenté dans cette slide suivante, une bibliographie un peu plus complète où vous trouverez d'autres sources d'informations pertinentes sur le raisonnement valeur et ses différentes applications. En tout cas, je vous propose de vous référer à ces ouvrages et si le sujet continue à vous intéresser, à vous rendre sur le blog Valeurs et Management, valeursetmanagement.com, où vous trouverez de nombreux exemples d'applications, de méthodes basées sur le raisonnement valeur. Et puis, si vous voulez en discuter et échanger, présenter peut-être d'ailleurs vos expériences, de nous rejoindre sur le groupe LinkedIn, sur le réseau social professionnel LinkedIn. Nous avons créé un groupe qui s'appelle Valeurs et Management, dans lequel nous évoquons tous ces sujets régulièrement, avec des échanges entre presque 800 professionnels maintenant qui sont dans ce réseau-là. Donc je vous invite à nous rejoindre
et à suivre évidemment via ce groupe les évolutions de propositions de formation, d'échanges sur ces différentes méthodes, comme par exemple ce qu'on a fait là au mois de septembre 2015. Nous avons organisé l'Université de la Valeur à Genève, dans l'Université de Genève qui nous y a abrité, et qui a rassemblé pendant une semaine des spécialistes de méthode valeur et des gens intéressés à apprendre à mettre en œuvre ce raisonnement dans leur sujet, sur des sujets processus, organisation, système d'information. Ça marche aussi très très bien. Voilà, merci de votre attention et à bientôt sur le réseau Valeurs et Management et le groupe LinkedIn. Au revoir.